Je vais vous dire, c'est probablement l'une des motos les plus sympas pour ce genre de choses sur lesquelles j'ai roulé récemment. Salut, c'est moi, Andrzej, et voici la Kawasaki Z900. La Kawasaki Z900 toute sale, parce que c'est le dernier jour où j'ai cette moto en test, et étonnamment, j'ai parcouru pas mal de kilomètres avec, car je l'ai utilisée en ville, et je suis aussi parti en balade avec. Je fais rarement autant de kilomètres avec des roadsters, car d'habitude, il me suffit de rouler un peu, et de préférence, j'aime mieux l'emmener sur circuit pour rapidement découvrir ce qu'il vaut. De ce 900, dont je sais très peu de choses, car comme vous le savez, je ne lis généralement pas les fiches techniques ni les autres essais pour ne pas me conditionner, mais la moto, à première vue, est très japonaise, mais aussi japonaise d'une manière nouvelle. Parce que regardez, le cadre est vraiment intéressant, pratiquement de type treillis, totalement époustouflant, vert éclatant, tout comme les jantes. Kawasaki Heavy Industries. Mais ce n'est pas très lourd, haha, je plaisante, et il a une capacité de 900 cm. Et c'est drôle qu'à l'époque, les motos nues de milieu de gamme coûtaient 600 $. Kawasaki a commencé avec la Z750 et maintenant ils ont presque 1 litre et ce sont des motos de classe moyenne. Le monde est un peu allé trop loin, mais honnêtement ça me convient parce que j'ai une moto vraiment puissante. C'est environ 120 chevaux et si je devais deviner le poids, ou bien je l'indiquerais quelque part ici, il doit probablement être prêt à rouler autour de 200 kg. Selon moi, c'est un poids standard pour cette catégorie de véhicule. Mais la suspension réglable, ici, il n'y en a pas, parce que c'est de ce côté qu'elle est réglable. À l'arrière aussi, un monsieur sur Facebook, quand j'ai partagé mes premières impressions rapides, a très justement fait remarquer que oui, l'arrière est réglable, mais accéder à la clé ici, c'est tout simplement un cauchemar. Donc merci pour ce genre d'avis de la part de quelqu'un qui roule vraiment beaucoup. Et lui aussi a eu exactement les mêmes premières impressions. Enfin, mes premières impressions correspondaient aux siennes. Étonnamment, attendez, je vais monter et rouler. Étonnamment, lorsque je roulais avec cette moto, il m'a semblé qu'elle ne vibrait pas du tout, et il s'avère qu'elle ne vibre ni à haut régime, ni à bas régime. Et moi, eh bien, j'utilisais cette moto soit à haut régime, soit à bas régime. Et en effet, quand je roule, je sens sous mes pieds que, mince, c'est génial, cette moto ne vibre pas du tout. Mais quand je descends, bien sûr, je ressens un léger picotement dans les mains. Donc ce que j'ai dit plus tôt, qu'elle ne vibre pas du tout. Il semble que je n'avais pas entièrement raison. Mais à mon avis, ces vibrations sont à un niveau tout à fait standard. Car j'aimerais aussi montrer de quoi ce vélo est capable. Et j'aimerais le faire dans un endroit où il n'y a pas de circulation. Je me demande si quelqu'un me poursuivra pour ça plus tard. Un pff. On verra. N'oubliez pas, ce que vous voyez dans mes vidéos, ne l'essayez pas à la maison car c'est impossible, car vous ne pouvez pas conduire de moto à la maison, mais ne l'essayez pas non plus dans la rue. Je vous en prie, car cela sera sur moi. Je vous propose que, si vous voulez essayer, trouvez un aéroport désaffecté ou un aéroport où l'on peut payer pour venir. Un tronçon de route fermé, n'importe quoi. Essayez simplement là-bas, car votre santé et celle des autres est trop précieuse. Tout ce que j'ai appris, souvenez-vous, je l'ai appris sur des terrains fermés, des aéroports et des endroits similaires. Parce que là-bas, tout simplement, personne ne me poursuivait pour ça. Donc, la moto, je l'ai déjà dit, ma première grosse moto était une Hornet 600. Et si à l'époque, j'avais eu une Kawasaki Z900, eh bien, je ne sais pas. J'aurais été fou de bonheur et j'aurais probablement considéré que je n'avais pas besoin d'une autre moto parce que c'est, comme je l'ai déjà dit, une moto japonaise ultra aboutie. Ce qui est drôle, c'est que c'est déjà une rareté, une espèce en voie de disparition. Autrefois, pour moi, un naked bike, c'était pratiquement uniquement un 4 cylindres en ligne et les autres ne comptaient même pas parce que j'étais obsédé par les motos japonaises, comme beaucoup d'entre vous sûrement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? La Honda CB650, qui était nettement moins puissante, se situe déjà un peu dans une autre catégorie que celle-ci. Il y a bien la CB1000 qui, elle, est beaucoup plus puissante. Il y a la X1000. Il reste quelques survivants à 4 cylindres, mais ce n'est plus comme avant. Et à mon avis, autrefois, il dominait partout. Et franchement, je pense toujours que 4 cylindres en ligne, c'est quelque chose de génial qui rend la moto très polyvalente. Regardez, là, je roule en 6e à 2500 tours. J'accélère et regardez, elle accélère tout simplement. Je rétrograde ici et je vais bientôt en venir à la boîte de vitesse. Boum, boum. Si je veux aller vite, il me suffit de pousser le moteur à fond.
Si je veux rouler de façon dynamique, il me suffit de rester dans les régimes moyens. Donc les moteurs 4 cylindres en ligne nous offrent cette liberté et dans chaque plage de régime, ils sont très prévisibles. Ils fonctionnent avec une grande douceur. Donc je l'ai répété à maintes reprises pour apprendre à conduire les motos. Attendez, parce que j'ai le sentiment que les motos à 4 cylindres sont vraiment idéales pour apprendre à conduire. Eh bien, peu importe comment vous le regardez, j'ai appris... Houblon, désolé, merci. J'ai appris à conduire des motos comme celle-ci. D'abord, j'avais un Hornet, puis une CBR, une F4i, et c'est sur ces motos que j'ai tout appris, tout ce que je sais faire. Et pourquoi est-ce que j'aimerais cette moto, si jamais je l'avais un jour? Avant tout pour ses freins et sa suspension. C'est le jour et la nuit. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de faire une vidéo pour vous montrer cette suspension, par rapport à ce qu'il y avait avant. Parce qu'ici, le cadre qui est utilisé est d'abord assez souple, il a une géométrie assez vive, donc cette moto est agile, elle veut tourner, on sent qu'elle est légère, mais d'un autre côté, grâce à sa bonne suspension et à ses très bons freins, étonnamment, il n'est même pas nécessaire que ce soit des freins radiaux, comme on peut le voir. Il se conduit donc comme une moto de sport d'autrefois, tout simplement. Peut-être qu'il n'est pas ultra rigide, totalement ancré à l'asphalte, super stable, mais il est suffisamment stable pour qu'on puisse rouler en toute sécurité et en même temps assez agile pour qu'on ait envie de rouler de façon dynamique. Ici aussi, le monsieur qui utilise cette moto attire l'attention sur ce que j'ai moi-même remarqué tout de suite. Lorsque tu entres agressivement dans un virage, on ressent parfois une certaine instabilité à l'avant. Je pensais que si je réglais un peu la suspension ici, ce serait bien mieux. Bien sûr, ce sera un peu mieux, mais il a dit que cette instabilité est toujours présente. Mais d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas quelque chose qui le dérange vraiment, car j'ai roulé sur des motos très instables, et cela signifie simplement que ces motos veulent tourner, et si cela était dangereux d'une quelconque manière, alors cette moto serait certainement équipée d'origine d'un amortisseur de direction. Et ce n'est pas le cas, car elle a un large guidon, et on arrive à tout maîtriser. D'autant plus que, comme je l'ai dit, ce n'est rien de dangereux, c'est simplement une sensation. Mais grâce à cela, c'est justement agréable et surtout confortable. Parce que moi non plus, je n'aime pas quand une moto est stupidement rigide, car il est facile de rendre une moto rigide, mais alors où vais-je avec ça? Et à mon avis, l'art consiste à fabriquer une moto qui soit souple, confortable, avec laquelle, regardez, il y a un dos d'âne, ça ne va pas nous secouer, on saute juste un peu et tout va bien, et en même temps, elle est suffisamment stable pour bien rouler. Qui m'a tout de suite frappé, regardez, j'ai fait exprès de rouler sur du gravier, le contrôle de traction s'est activé, hop, ça a marché. Je vais tout de suite passer à la boîte de vitesse, je vais vous dire comment le contrôle de traction fonctionnait, comment on pouvait le voir. Nous avons différents modes de conduite, sport, quelque chose, pluie, quelque chose, et ils ajustent automatiquement le caractère de la distribution de puissance. Et attendez, je vais m'arrêter et vous montrer le caractère de la distribution de puissance et du contrôle de traction. Attendons. Road, c'est le mode standard. Rain, et il change automatiquement les réglages que vous pouvez modifier en mode rider, c'est-à-dire la puissance fil. Et c'est drôle parce que L signifie puissance réduite, mais j'ai vraiment apprécié rouler avec ça en ville. Tu peux simplement accélérer, monter le moteur dans les tours, et il n'est pas follement rapide. Maintenant, le mode rider est réglé sur pleine puissance et le contrôle de traction sur 1. Et c'est ça le plus important. Le contrôle de traction réglé sur 1 permet à la moto de glisser un peu et en même temps, non, l'option de contrôle de wheeling n'est pas activée. Donc on peut rouler sur la roue arrière avec cette moto et on peut aussi la faire glisser un peu. Et pour glisser, ces Dunlop qui sont ici aident parce que ces Road Sport 2 sont excellents une fois qu'ils sont chauds, mais quand ils sont encore assez froids, quand ils sont froids, ils sont plutôt glissants et je vais vous dire, c'est assez drôle, tu roules avec cette moto dans un virage, tu peux rouler avec, bon c'était une idée stupide d'essayer ça ici parce que ça accroche ici, mais en tout cas, si on tombe sur de l'asphalte glissant, on sent l'arrière qui fait tac, tac, tac et part un peu, mais l'ordinateur gère tout. Donc ce contrôle de traction est tout à fait suffisant pour un roadster. Oh, ici il y aura du gravier, donc je vais pouvoir lui donner un peu de tac, tac, tac. Vous voyez? Le pneu a même couiné, il a couiné. Cette moto ne s'est pas étouffée, elle n'a pas été coupée, elle est juste montée dans les tours. Elle a glissé. Vous voyez? Et là, le contrôle de traction est activé, donc c'est tout simplement une assistance.
Bien sûr, on peut la désactiver complètement, mais ça fait une semaine que je roule avec cette moto et je ne l'ai pas désactivée une seule fois car je n'en ai vu absolument aucun intérêt. Quelle très belle moto. Enfin, je veux dire voiture. Mais bon, quand on a le contrôle de traction activé, on roule tranquillement et hop, on fait un petit tour. Aucun problème. Oh, comme d'habitude, quand tu restes plus longtemps sur la roue arrière, l'ABS se désactive et ça permet de faire ce qui, comme on le voit, est plutôt agréable à faire. C'est la première fois que je le fais avec. Donc, une moto japonaise comme on les connaît, très enthousiaste à faire des choses, très pratique au quotidien car on peut rouler tout en douceur, agréablement. Et si on veut s'amuser un peu, regarde. Et là, regardez, on faisait cramer la gomme tout en ayant le contrôle de traction activé, c'est-à-dire des dérapages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il n'y a pas vraiment de place. Avec ce moteur, sur ce type de moto, en deuxième vitesse, vous pouvez le lever et le contrôler très longtemps. Dommage que je n'ai pas un aéroport pour le montrer. Je ne vais pas le cacher dans un endroit où il n'y avait personne, où c'était vide et où il y avait plus de lignes droites. Je me suis permis une fois de tester comment ça marche et on peut passer les vitesses, rouler très longtemps sur la roue arrière. On peut aussi le faire debout. Regardez ce contrôle, hein. Hop, hop, frein et hop, et tout ça avec le contrôle de traction. Et c'est justement ce qui est merveilleux avec les moteurs 4 cylindres, c'est qu'ils sont si faciles à contrôler. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression d'entendre la gestion de traction fonctionner un peu et intervenir, mais en même temps, elle ne s'impose pas de façon excessive. Bon, je vais recommencer parce que c'est sympa et j'y vais. Je continue ma route. Je dois absolument vous dire que c'est probablement l'une des motos les plus incroyablement sympas et les plus agréables à piloter pour ce genre de choses, pour ces aventures que j'ai eu l'occasion d'essayer très récemment. Bon, assez de toutes ces folies et de ces considérations techniques pour le moment. C'est génial. Quand j'avais un Hornet et que je voulais rouler sur la roue arrière ou sur la roue avant, la suspension ne suivait jamais, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et voilà, la poésie. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, comme une moto ne sert qu'à se faire plaisir, je l'ai emmenée en tournée. Il y a un pare-brise accessoire et bon sang, on vole normalement, c'est confortable. La position, les jambes sont assez hautes, ce qui permet de bien l'incliner à grande vitesse, mais en même temps, c'est suffisamment confortable pour que mes tibias cassés ne souffrent pas pendant le trajet. Parce que franchement, c'était nickel. Voilà, tout simplement. En ce qui concerne la vitesse maximale, j'ai entendu des légendes disant que 240 n'est pas un problème. Il me semble que si on s'acharne vraiment à rouler sans sac à dos, on peut même frôler les 250. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment rapide. Et il y a eu une discussion pour savoir si la consommation nous importait ou non. Il est débridé, mais justement, je ne roule pas vraiment de façon économique avec. En ce moment, il consomme 5,2, mais en moyenne, je suis à 7,9. Je pense qu'en réalité, la consommation tourne autour de 7 litres. Mais maintenant, nous arrivons à quelque chose qui est à la fois un avantage, mais qui comporte aussi un inconvénient, car l'avantage, c'est la boîte de vitesse. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai rencontré sur une moto japonaise une boîte de vitesse aussi légère et précise. Je parle d'une boîte de vitesse de naked bike, parce que là, les vitesses passent vraiment tout en douceur. Regardez, je n'utilise même pas du tout l'embrayage. C'est vraiment super agréable, super plaisant.
très sympa, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de quick shifter, donc pour changer de vitesse, il faut quand même jouer avec les gaz, et d'après ce que je sais, le quick shifter n'est pas disponible en tant qu'accessoire d'origine. Il y a toujours des problèmes avec les quick shifters, donc honnêtement, pour se consoler, je me dis que, regardez, je roule entre la première et la deuxième, j'utilise toujours l'embrayage, mais regardez maintenant, 3, 5, 6 à haut régime, c'est pareil. Et maintenant, j'arrive au feu, et regardez, c'est suffisant. C'est possible? C'est possible. Pour moi, il y a ce côté old school japonais, qui est vraiment bien abouti. Regardez même ces compteurs, tout fonctionne de façon tellement fluide. On sent que c'est quelque chose de solide, vraiment bien fini. Donc il me semble que cette idée fondamentale a toujours beaucoup de sens et j'espère sincèrement que la Kawasaki Z900 va perdurer encore de très nombreuses années. Parce qu'en réalité, c'est une moto vraiment sympa avec un large éventail d'utilisation. Voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous salue. Salut.